C'est indéniablement le feuilleton business de la semaine. Danone en proie à de nombreuses tensions de la part de fonds activistes présents à son capital qui réclament ni plus ni moins que la tête de son PDG alors que l'entreprise agroalimentaire française a présenté ce matin des résultats en net recul. Bonjour Philippe Escande. Bonjour Julien. Éditorialiste économique au Monde. Un mot d'abord Philippe, si vous voulez bien, sur ces résultats qui sont tombés il y a, dans la matinée, il y a quelques heures seulement, moins 6%, moins 6,6 à 23 milliards d'euros. D'ailleurs, si on compare avec le recul du chiffre d'affaires de Nestlé, autour de moins 8, moins 9 de mémoire, on se dit que finalement Danone s'en sort pas si mal que ça, non ? Oui, alors déjà, ça montre que tous les groupes agroalimentaires ont souffert sont été impactés par la crise sanitaire, et notamment ceux qui, comme Nestlé et Danone, sont présents dans des domaines qui ont encore plus souffert, qui sont tout ce qui est restauration en dehors de la maison, donc restauration collective. Et d'ailleurs, les plus grosses réductions de chiffre d'affaires ont eu lieu dans le domaine de l'eau en bouteille. Chez Danone, ça a baissé de presque 20%. Ça veut dire que moins 21%. Ils ont perdu 1 milliard de ventes dans ce domaine-là. Et chez Nestlé, on n'est pas très loin non plus. Donc, effectivement, ces groupes-là ont perdu dans ce domaine-là, et puis aussi dans l'autre spécialité qui est commune, dans les deux autres spécialités qui sont communes à la fois à Danone et à Nestlé, c'est-à-dire les produits laitiers et puis la nutrition infantile. Effectivement, là aussi, il y a eu des baisses fortes. Alors, ce qui sauve quand même les résultats de Nestlé par rapport à Danone, c'est que Nestlé est beaucoup plus diversifié et que notamment, ils ont profité de la bonne tenue de l'alimentation animale. Pendant le confinement, les gens ont adopté en masse des petits chiens et des petits chats. Et donc, ça a soutenu les résultats de Nestlé. C'est intéressant d'ailleurs parce que beaucoup d'actionnaires ou d'activistes poussent les groupes à se simplifier, à avoir moins de produits, à être moins diversifiés. Et en fait, on s'aperçoit... On se rend compte que ça les met à l'abri quand même. Et voilà, quand même, ça les met quand même à l'abri. Oui, parce on le voit pour Unilever ou Nestlé. Les produits laitiers chez Danone, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Les autres, c'est quasiment un quart. Exactement. Oui. Alors, tout à fait. Justement, Philippe, mais est-ce que, vu la situation, et on va évidemment y revenir, en interne, la situation managériale chez Danone, est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle, entre guillemets, pour Emmanuel Faber ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Non. Enfin, Est-ce qu'il est un peu moins chaud qu'il devrait avoir chaud ? Bon, c'est la question. Oui, alors effectivement, il peut développer ce discours-là en disant oui, regardez, mes concurrents, eux aussi, sont impactés. Mais ce qu'il ne peut pas nier, et ce qu'il ne nie pas d'ailleurs, puisque la société le reconnaît elle-même, c'est qu'il y a un décrochage du cours de bourse de Danone par rapport à ces deux grands concurrents européens que sont Nestlé et Unilever, et que ce décrochage, il date pas d'il y a 3 mois. En fait, il date d'il y a beaucoup plus longtemps. Par rapport à Unilever, il date carrément même de l'arrivée d'Emmanuel Faber à la tête de l'entreprise en 2014 puis 2017, et par rapport à Nestlé depuis déjà 1 ou 2 ans. Donc, et le reproche qui est fait, et les attaques qui sont faites contre Danone aujourd'hui, elles sont dues à ce décrochage qui est supposé être le symptôme de problèmes de gestion. Est-ce que c'est uniquement la faute du Covid aujourd'hui, ou est-ce que c'est aussi le résultat d'une mauvaise stratégie antérieurement à cette période de crise sanitaire ? Alors, ce que disent les activistes, et avec un certain nombre d'arguments, c'est donc que cette crise, elle est antérieure à ça. Et effectivement, depuis, on assiste à un décrochage du cours de bourse, mais derrière, à des problèmes effectivement de part de marché dans certains produits, et puis à une forme de management chez Danone, de réorganisation permanente, qui modifie à chaque fois, qui rend à chaque fois plus difficile de lire les comptes, et qui parfois cache effectivement des performances qui sont plutôt moins bonnes que ses concurrents. Mais effectivement, parce que par exemple, ces fonds activistes, on ne peut pas leur donner tort. Quand on regarde la progression boursière sur 1 an, je crois que Danone détruit un quart de sa valeur, moins 27%, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme.
C'est ça. Depuis que Emmanuel Faber est aux commandes, c'est le Financial Times qui dit ça, par exemple, le cours de bourse a augmenté de 2,7% pour Danone, alors qu'il a augmenté de 45% pour Nestlé et de 72% pour Unilever. Donc il y a un vrai décrochage, et ça intéresse beaucoup les activistes, c'est-à-dire que c'est ça exactement qu'ils recherchent, c'est-à-dire des entreprises qui sont plutôt bonnes, avec des bons produits, mais qui sont en décrochage boursier. Donc il y a effectivement un différentiel de valeur sur lequel on peut agir si on arrive à persuader de faire des changements de management. Alors, qu'est-ce qu'on reproche finalement aujourd'hui? Qu'est-ce que reprochent ces fonds activistes qui aujourd'hui réclament sa tête? Qu'est-ce qu'on reproche au management d'Emmanuel Faber? D'avoir voulu faire trop de RSE, trop fort, trop vite? Alors, je pense que c'est un vrai débat, c'est-à-dire qu'effectivement, pour sa défense, Emmanuel Faber va à l'avancer que le fait que ce sont ces engagements sociaux qui sont finalement mis en avant et qui seraient menacés par l'attaque de ces fonds. Alors, pour un peu comprendre ce qu'ils veulent, faut bien voir qu'il y a essentiellement deux fonds activistes qui sont à la manœuvre chez Bluebell Capital, autour de Danone, et ils n'ont rien à voir tous les deux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui. Le premier, c'est un fonds britannique qui s'appelle Bluebell et qui en fait est le gestionnaire de la fortune des héritiers de Bulgarie, donc qui a été vendu à LVMH. Donc c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui justement ont une tactique traditionnelle de l'activiste, c'est-à-dire de secouer le cocotier quand ils voient une entreprise qui est très sous-valorisée. Ils ont commencé par demander une séparation des pouvoirs entre président et directeur général, et puis maintenant ils demandent carrément la tête d'Emmanuel Faber. Le fonds Artisan Partners, c'est un fonds américain, c'est un peu différent. C'est un fonds qui est déjà beaucoup plus important en taille et qui est un peu plus long terme. Ils ont pris une position importante chez Danone, le troisième actionnaire. 3% du capital. Et eux, ils arrivent avec une vraie analyse des difficultés et des problèmes de Danone. Ils se sont d'ailleurs, pour éviter justement ce procès en disant c'est le profit contre l'environnement par exemple, ils se sont attachés les services d'un ancien de Danone qui est assez connu dans le milieu et qui propose un plan alternatif qui n'est pas un plan de démantèlement, parce que les activistes, surtout dans l'agroalimentaire où c'est la foire permanente aux actifs, on change sans arrêt, on se souvient du démantèlement de Kraft Food, etc. Enfin, ça aurait pu partir sur la vente à la découpe. Voilà. Alors, c'est pas du tout ça qu'ils proposent, et ils proposent au contraire de réinvestir en marketing et de faire des ajustements en termes d'actifs, notamment dans les produits laitiers. C'est un ancien patron des produits laitiers, donc il connaît assez bien la manœuvre. Donc, il y a une analyse qui est assez qui est relativement fine. Pourtant, Philippe, Emmanuel Faber, il a fait le job. Danone qui annonce à l'automne un plan de réduction, un plan d'économie de 1,4 milliard de mémoire, suppression de 1500 à 2000 postes dans les sièges. C'était pas assez pour les fonds activistes? Alors, c'est pas que c'est pas assez, c'est finalement peut-être que ça fait beaucoup. Comme le soulignent les gens d'Artisan, depuis qu'il est arrivé, Emmanuel Faber a fait 4 ou 5 changements d'organisation en 7 ans, depuis qu'il est à la tête de l'entreprise. À chaque fois, il change les catégories, les géographies, donc ça devient difficile à lire dans les comptes, et c'est toujours le signe d'une entreprise qui a du mal à trouver un peu son rythme de croisière. Et le dernier plan qui est encore une autre réorganisation, puisque ça va consister à donner plus d'autonomie aux filiales et à faire moins de centralisation. Alors c'est bien, mais la centralisation, c'est justement ce qu'on reprochait à Emmanuel Faber, qui a plutôt un profil très autoritaire, qui fait remonter le pouvoir, qui délègue peu. Et donc, ce plan vise un petit peu à contrecarrer ça, mais ça arrive évidemment un petit peu tard. Et
je pense que c'est ça qui a attisé Alors, l'intérêt des activistes, et puis derrière, quelques interrogations au sein du conseil d'administration. si on prend un petit peu de recul, Philippe, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est finalement le mariage impossible entre deux modèles, celui de la performance financière d'un côté, puis finalement celui davantage de responsabilité sociale, environnementale, etc. Est-ce que ça veut dire qu'un grand groupe comme ça pourra jamais mutualiser, marier ces deux modèles? Alors c'est vraiment une question effectivement intéressante. Il faut comprendre que Danone est la première entreprise cotée à se doter d'un statut d'entreprise à mission, qui est quelque chose d'assez neuf et qui veut dire en gros que l'entreprise doit servir à la fois les intérêts des actionnaires en augmentant les profits, mais il ne faut pas que ce soit au détriment du consommateur, de sa santé et de la santé de la planète. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux et on pourrait se dire effectivement est-ce que les deux sont compatibles comme on le voit avec cette histoire sur Danone. Et surtout, est-ce que les investisseurs et notamment les fonds activistes pourraient aussi eux prendre en compte ces critères-là? Voilà, tout à fait. Et de plus en plus, d'ailleurs, ces critères-là, vous savez, qu'on appelle critères ESG, environnement, social, gouvernance, eh bien, ces critères-là sont de plus en plus pris en compte. Hein. Il faut se rappeler qu'il y a des grands investisseurs. Amundi, par exemple, hier, qui encore disait qu'il n'investirait plus dans des entreprises qui n'avaient pas une stratégie, notamment en termes de réduction des émissions de carbone, mais aussi en termes social et environnemental, qui soit suffisamment performante. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est incompatible? Non, mais ça veut dire qu'il faut progresser encore dans la clarté des indicateurs, la façon de mesurer la performance de ces branches, et c'est pas parce qu'on on peut être tout à fait très bon en matière environnementale et puis mauvais gestionnaire. Et il faut surtout que les deux ne sont pas compatibles. Et d'ailleurs, si vous regardez Unilever, c'est une entreprise qui aussi a un discours extrêmement offensif sur le domaine environnemental et ça ne les empêche pas d'avoir des performances assez bonnes. Et il faut aussi que le business tourne, en fait, finalement. C'est ça le fond de la question. Il faut que le business tourne et effectivement, le défi, c'est qu'il tourne suffisamment bien dans le respect et même en accentuant encore son aspect social et environnemental. Donc c'est tout un pari. C'est d'ailleurs le pari qui est fait aussi en se développant dans tout ce qui est les produits laitiers véganes, c'est-à-dire faits à partir de végétaux comme le lait de coco ou les fromages. Là, ils viennent de racheter une entreprise qui fait du fromage à partir de végétaux. Donc ça participe aussi de cette évolution, c'est-à-dire d'être moins dépendant de l'élevage animal, etc. Mais ça ne peut pas être, c'est ce que démontre cette affaire, ça ne peut pas être quand même au détriment d'une gestion serrée de l'entreprise et de ses performances par rapport à ses concurrents. Merci beaucoup Philippe Escande d'être intervenu en direct aujourd'hui sur Boursorama, justement pour ce feuilleton, et nous raconter un peu les coulisses de ce feuilleton business de la semaine. Merci à vous Philippe Escande, donc éditorialiste au Monde en direct sur Boursorama. Merci Julien.